L'influence de la franc-maçonnerie sur la Révolution française ne peut être niée par aucun chercheur honnête des causes de ce grand soulèvement, et comme nous le verrons plus tard, les francs-maçons français ont eux-mêmes fièrement réclamé la Révolution comme leur œuvre. C'est ainsi que George Sand, maçonne elle-même, car dès l'origine le Grand Orient admit les femmes, écrivit longtemps après, un demi-siècle avant ces jours marqués par le destin, la Révolution française fermentait déjà dans l'ombre et couvait sous terre. Elle mûrissait dans les esprits de ses adeptes jusqu'au fanatisme, comme un rêve de révolution universelle. L'historien socialiste Louis Blanc, franc-maçon également, a jeté aussi beaucoup de lumière sur la question de ces forces occultes. Nous savons en outre que George Sand avait raison d'attribuer aux sociétés secrètes l'origine du slogan révolutionnaire « Liberté, égalité, fraternité ». Bien longtemps avant qu'éclate la Révolution, la formule « liberté et égalité » avait été usuelle dans les loges du Grand Orient. Une formule qui semble tout à fait pacifique, mais qui contient cependant tout un monde de discorde. Car voyez la contradiction. Il est impossible d'avoir une complète liberté et l'égalité en même temps. L'une exclut l'autre. Il est possible d'avoir un système de complète liberté dans lequel chaque homme est libre de se comporter comme il lui plaît, de faire ce qu'il veut, même de voler ou tuer, de vivre par conséquent selon la loi de la jungle dont la règle est celle du plus fort, mais il n'y a là aucune égalité. Ou bien l'on peut avoir un système d'égalité absolue, réduire tout le monde au même bas niveau, broyer toute ambition chez l'homme de s'élever au-dessus de ses compagnons, mais il n'y a plus alors de liberté. Aussi, la franc-maçonnerie du Grand Orient, en accouplant deux termes à jamais incompatibles entre eux, jeta dans l'arène une pomme de discorde sur laquelle le monde n'a plus jamais cessé de se quereller jusqu'à ce jour, et qui a d'ailleurs divisé les forces révolutionnaires en deux camps opposés. C'est la marque du génie diabolique de ceux qui instituèrent la maçonnerie que d'avoir trouvé un tel slogan. Même si Hegel ne devait venir que 100 ans plus tard, la dialectique, le poulpil préexistait dans la Kabbale juive, dont la maçonnerie est le véhicule parmi les goïms. Quant au terme fraternité, qui complète la formule maçonnique, on découvre qu'il fut ajouté par une autre société secrète, celle des martinistes, fondée en 1754 par un juif portugais, Martinez Pascalis, ou Pasquali, qui conçut un système à base de gnosticisme, de christianisme judaïsé et de philosophie grecque et orientale. L'ordre en question se scinda ensuite en deux branches, l'une continuée par saint Martin, disciple de Pascalis mais aussi de Jacob Bohème et fervent chrétien, et d'autre part un organisme plus ou moins révolutionnaire d'où sortit la loge des Philalètes, fondée à Paris. Dans le livre de saint Martin, des erreurs et de la vérité, publié en 1775, la formule liberté, fraternité, égalité est appelée le ternaire sacré. Les martinistes, désignés dans les documents français contemporains sous le nom d'illuminés, étaient en réalité des rêveurs et des fous, et ne doivent pas être confondus avec l'ordre des illuminés de Bavière, qui ne vit le jour que 22 ans plus tard. C'est par cette dernière terrible et formidable secte que le gigantesque plan de révolution mondiale fut élaboré sous la direction de l'homme que Louis Blanc a décrit comme le plus profond conspirateur qui ait jamais existé, Adam Weishaupt. Le fondateur des Illuminés de Bavière, Adam Weishaupt, naquit le 6 février 1748. Son éducation chez les jésuites lui inspira une haine violente pour leur ordre, et il se tourna ardemment vers les enseignements subversifs des philosophes français et les doctrines antichrétiennes des manichéens. On rapporte qu'il fut endoctriné dans l'occultisme égyptien par un certain marchand du Jutland, d'origine inconnue et du nom de Kölmer, qui parcourut l'Europe durant l'année 1771 pour trouver des adeptes. Weishaupt, qui combinait le sens pratique des judéo-allemands avec la ruse d'un Machiavel, passa 5 ans à mettre au point un plan dans lequel toutes ses idées fussent systématisées, et à la fin de cette période, il aboutit à la théorie suivante. Pour lui, comme pour Rousseau, la civilisation constituait une erreur. Elle s'était développée dans un mauvais sens, et c'est à cela qu'étaient dues toutes les inégalités de la vie humaine. L'homme, déclara-t-il, était tombé hors de l'état de nature naturelle, rohe Natur, dans lequel il bénéficiait de la plus totale liberté et égalité. Avec l'accroissement des familles, les ressources pour les faire vivre commencèrent à manquer. La propriété apparut, les hommes se fixèrent. La vie nomade cessa, l'égalité disparut. La première chose pour retrouver la liberté devait donc consister à vivre avec aussi peu que possible, en réduisant ses besoins de plus en plus. Les inventions modernes sont donc superflues.
D'après Bernard Lazare, Weishaupt était juif, sans doute marin et juif par sa mère, ce qui expliquerait son éducation chez les jésuites. Léon de Poncin et d'autres le pensent aussi. Calmer, négociant qui avait passé une grande partie de sa vie en Syrie ou en Perse et en Égypte, fut impliqué à son retour en Europe dans une révolte à Malte. Son patronyme est très voisin du nom juif Calmer, et il est très probablement juif. N. Webster a montré dans Secret Societies and Subversive Movements que c'étaient des juifs qui de longue date avaient créé des sociétés occultes subversives à structure maçonnique en pays d'islam, comme les Hashishim du Vieux de la Montagne, un juif déjà. En outre, l'origine juive de la maçonnerie avait été signalée comme indiqué en note plus haut, et elle sera confirmée par des juifs dès 1806, comme en témoigna la lettre d'un certain officier italien Simonini à Augustin Baruel, que ce dernier transmit au Vatican, publié par Deschamps dans Les Sociétés secrètes et la Société, faisant état des révélations reçues d'un juif dans une loge. Et les rituels de toutes les obédiences de la franc-maçonnerie sont effectivement juifs d'inspiration et tirés de la Kabbale, ce qu'a démontré avec une grande érudition Monseigneur Meurin. Le chevalier de Malais, en 1817, dans son livre Recherches politiques et historiques, affirmera que la Révolution avait été non l'œuvre d'Allemands, d'Anglais, de Français ou d'Italiens, mais de la secte internationale des Juifs. Et Léon Kahn, dans Juifs et francs-maçons en Europe, 1898, précisa le rôle clé de quelques-uns de ses coreligionnaires dans cet événement capital dont le judaïsme revendique dorénavant la paternité. S'adressant à ses hiérophantes, Weishaupt déclare « Est-ce que les sciences modernes éclairent vraiment les hommes et leur donnent le bonheur, ou ne sont-elles pas plutôt filles de la nécessité, des inventions d'esprit vains et habiles ? L'amour du pays et l'amour de la famille doivent désormais laisser la place à l'amour universel, afin de faire de l'espèce humaine une seule famille bonne et heureuse. » Weishaupt déclare encore « Avec l'origine des nations et des peuples, le monde cesse d'être une grande famille, un seul royaume. Le grand lien de la nature fut déchiré. Le nationalisme remplaça l'amour de l'humanité. Il devint alors une vertu de magnifier sa patrie aux dépens de ce qui n'était pas inclus dans ses limites, et comme mot en de cette vue étroite il fut alors permis de mépriser et de se moquer des étrangers, et même de les insulter. On appela cette vertu le patriotisme. Le patriotisme donna le localisme, l'esprit de famille, et finalement l'égoïsme. Diminuez le patriotisme, et les hommes réapprendront à se connaître les uns les autres comme tels, leurs relations de subordination se perdront, le lien de l'union s'élargira. C'est exactement le langage des internationalistes d'aujourd'hui, et il est évidemment facile de stigmatiser les dangers d'un patriotisme exagéré. Mais il n'est pas avéré que celui qui aime son pays est moins apte à respecter les patriotes étrangers, pas plus que l'homme qui aime sa famille est plus mauvais voisin que celui qui n'a nul souci de sa femme et de ses enfants. Qui plus est, dans cette description de l'origine du patriotisme, Weishaupt montre une ignorance des conditions de la vie primitive aussi profonde que celle de Jean-Jacques Rousseau. L'idée qu'il donne de l'homme paléolithique dont les squelettes sont bien souvent exhumés avec une main encore crispée sur une hache de pierre ou serrant une autre arme semblable de défense, le présenter comme passant son existence dans une ambiance d'amour universel, est tout simplement grotesque. Pour rétablir l'homme dans son état primitif de félicité, Weishaupt affirmait qu'il suffirait de répandre l'illumination, et comme il professait partager avec Rousseau la croyance en la bonté naturelle de l'homme, ceci ne devait poser aucune difficulté. Sitôt libéré des entraves que la civilisation impose, l'homme doit s'autodiriger. Pourquoi donc, demande-t-il, serait-il impossible à l'espèce humaine d'atteindre à la plus haute perfection, à savoir la capacité de s'autodiriger ? Le chemin vers cet objectif a selon lui été tracé par des méthodes qui furent conçues dans un lointain passé. Ces méthodes sont les écoles secrètes de sagesse qui furent à toutes les époques les archives de la nature et des droits humains, grâce auxquelles l'homme sera sauvé de sa chute. Les princes et les nations disparaîtront sans violence de la terre. L'espèce humaine formera une seule famille, et la raison deviendra l'unique loi de l'homme. Même une république ne saurait être tolérée, de crainte qu'elle ne devienne despotique. Et le peuple doit apprendre à agir sans aucune autorité dirigeante, ni loi, ni code civil. Pour permettre le succès d'un tel système, il suffira d'inculquer à l'homme une juste et constante moralité. Car puisque le seul obstacle réel réside dans les contraintes imposées à l'homme par les conditions de vie artificielles, leur suppression doit inévitablement le rétablir dans sa vertu primitive. Les hommes ne sont pas aussi mauvais que les moralistes bilieux les décrivent. Ils sont mauvais parce qu'ils sont rendus tels, parce que tout les conduit à l'être. La religion, l'État,
leur milieu et les mauvais exemples. D'où alors la nécessité de déraciner de l'esprit de l'homme toute idée d'un au-delà, toute crainte de châtiment des mauvaises actions, et d'y substituer le culte de la raison. Quand la raison deviendra enfin la religion de l'homme, alors le problème sera résolu. Ce ne fut donc pas dans ses diatribes contre la civilisation que Weishaupt surpassa Rousseau, mais par le plan qu'il mit au point pour la renverser. Rousseau avait préparé la voie à la révolution, Weishaupt construisit la machinerie propre à faire la révolution. Ce fut le 1er mai 1776 que Weishaupt, comme aboutissement de ses 5 années de méditation, fonda la société secrète qu'il dénomma les Illuminés, d'après divers systèmes philosophiques du passé. 3 ans après 1773, l'année de la dissolution de la Compagnie de Jésus, 1773, année même où aurait eu lieu à Francfort une réunion de dirigeants juifs dont Amstel Meyer-Rothschild, Hitzig, Wesley et le financier Friedlander, décidant de financer et de susciter la révolution européenne. Weishaupt semble bien avoir été l'homme choisi et éduqué, car le programme n'est pas entièrement de son chef, par le Kahal pour diriger la pointe de la subversion, la partie active et révolutionnaire. Tous les membres de cette société devaient adopter des pseudonymes antiques. Weishaupt prit celui de Spartacus, le chef d'une révolte d'esclaves dans l'ancienne Rome. Son principal adjoint, Herr von Zwack, qui était le conseiller privé du prince von Salm, devint Caton. Le marquis de Constanza, Diomède. Massenhausen, Ajax. Hertel, Marius. Le baron de Schreckenstein, Mahomet. Le baron de Mengenhofen, Sylla, etc. Les noms actuels de lieux étaient changés pareillement en noms de lieux célèbres dans l'Antiquité. Munich, où devait se trouver le quartier général de la secte, était désigné sous le nom d'Athènes. Ingolstadt, lieu de naissance de l'illuminisme, par Éphèse, ou bien aux initiés au plus haut mystère de l'ordre par Éleusis. Heidelberg par Utique. La Bavière s'appelait l'Achaïe, la Souabe la Pannonie, etc. Pour assurer le plus grand secret dans la correspondance, le terme illuminisme était remplacé par un sigle formé d'un point dans un cercle et le mot loge remplacé par le symbole d'un carré. Le calendrier était également changé, et les mois désignés sous leur nom perse, janvier sous le nom de I, février était Ben-Mai, etc. Pour les lettres de l'alphabet, un code chiffré complet avait été établi commençant par la lettre M, à laquelle était attribué le chiffre 1, et rétrogradant jusqu'à A, puis repartant jusqu'à Z. Les grades de l'ordre étaient un mélange des grades des francs-maçons et de degrés jésuitiques. Comme on l'a dit plus haut, Weishaupt détestait les jésuites, mais conscient de l'efficacité de leur méthode pour acquérir de l'influence sur l'esprit de leurs disciples, il conçut l'idée d'adopter leur système à ses fins propres. Il admirait parmi toutes leurs lois le régime des jésuites, qui, sous la direction d'un seul chef, le chef des jésuites porte en effet depuis saint Ignace le titre de général des jésuites, fait que tant d'hommes dispersés dans tout l'univers tendent au même objet. Il estimait possible d'imiter leur méthode, tout en se donnant des objectifs diamétralement opposés. Il se disait, tout ce que ces hommes ont fait pour les autels et les empires, pourquoi ne le ferais-je pas contre les autels et les empires? Par l'attrait de mystères, de légendes, d'adeptes, pourquoi ne détruirais-je pas dans l'ombre de la nuit ce que ces hommes bâtissent à la lumière du jour? Weishaupt, au départ, eut l'espoir de persuader d'autres ex-jésuites d'entrer dans sa société. Mais n'ayant réussi à en enrôler que 2, il devint plus ennemi que jamais de leur ordre, et il enjoignit à ses adeptes de n'admettre ni juifs ni jésuites dans la secte des Illuminés sans son autorisation expresse. Les ex-jésuites, écrivit-il sentencieusement, sont à éviter comme la peste. C'est dans la formation des adeptes que Weishaupt fit preuve de sa profonde subtilité. Les prosélytes ne devaient pas être admis d'emblée à connaître les objectifs secrets de l'illuminisme, mais être initiés pas à pas dans les plus hauts mystères, et le plus grand soin devait être mis à ne pas révéler aux novices les doctrines susceptibles de les choquer. Dans ce but, les initiateurs devaient acquérir l'habitude de parler tantôt dans un sens et tantôt dans l'autre afin de ne pas paraître s'engager, méthode qui est celle de la maçonnerie, et qui sera aussi celle des clercs adeptes du modernisme, au dire du saint pape Pie X, et se retrouve de même chez les pontifes de l'Église dite conciliaire post-Vatican II. Comme il l'expliqua aux supérieurs de l'ordre, il faut parler tantôt d'une façon, tantôt de l'autre, afin que notre but réel demeure impénétrable à nos inférieurs. Ainsi, à certains novices, les novices écossais, les illuminés doivent enseigner qu'ils désapprouvent les révolutions,
et leur démontrer les avantages de l'emploi des méthodes pacifiques pour atteindre à la domination mondiale. Jusqu'au grade de Minerval excepté, le plan de conquête du pouvoir mondial ne doit pas être révélé. Mais l'une des premières phrases de l'initiation à ce grade est la suivante. Après ces 2 ans de réflexion, d'expérience, d'échange, de lecture des textes de grade et d'information, vous aurez évidemment compris que l'objectif final de notre société n'est rien moins que de conquérir le pouvoir mondial et les richesses, de saper les gouvernements civils et religieux, et de devenir les maîtres du monde. Qui s'excuse s'accuse en effet. Le passage poursuit en disant alors vaguement que ce n'est pas exactement cela, et que l'ordre demande seulement à ses adeptes de remplir leurs obligations. Qu'il n'est pas question non plus que l'antagonisme vis-à-vis de la religion puisse être acceptable. Au contraire, le Christ devait être présenté comme le premier auteur de l'illuminisme, dont la secrète mission était de rendre aux hommes la liberté et l'égalité originelle qu'ils avaient perdues lors de la chute. Personne, doit-on dire aux novices, n'ouvrit la voie de la liberté aussi sûrement que notre grand maître Jésus de Nazareth. L'idée d'imputer à notre Seigneur une doctrine secrète date en fait du IIe siècle de notre ère et fut réfutée par Origène dans son livre Contre Cels. Mais le projet d'en faire un socialiste a cependant été suivi jusqu'aujourd'hui. Idée qui figurait dans les constitutions d'Anderson de la maçonnerie anglaise et était aussi présentée par le martinisme. Elle passera au XIXe siècle chez les Carbonari, les Saint-Simoniens, Lamennais, le Sillon de Marc Sangnier et ses continuateurs, et de nos jours dans la théologie de la libération et l'Église de Vatican II. Cet argument avait été celui de toutes les sectes crypto-juives apparues dans le passé, comme les Albigeois, les Vaudois, puis les Rose-Croix qui avaient eux aussi posé leur doctrine comme la véritable religion chrétienne. Ainsi, Weishaupt explique que si Jésus prêchait le mépris des richesses, il voulait en réalité nous en apprendre l'emploi raisonnable, et nous préparer à la communauté des biens qu'il inaugura, et, ajoute-t-il, selon laquelle il vécut avec ses disciples. Une assertion qui, faut-il le dire, n'a pas l'ombre d'un fondement. Ce raisonnement s'avéra cependant particulièrement efficace, non seulement avec les jeunes novices, mais sur des hommes de tout rang et de tous âges. Vous n'imaginez pas, écrit Spartacus à Caton, quelle considération et quelle sensation notre degré de prêtre est en train de se soulever. Ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est que de grands théologiens protestants et réformés qui font partie de l'O, ordre, l'illuminisme, sont persuadés que l'enseignement religieux que nous y fournissons contient le sens véritable et authentique de l'esprit de la religion chrétienne. Ô homme, de quoi n'arrive-t-on pas à vous persuader? Jamais je ne pensais devoir devenir le fondateur d'une nouvelle religion. Ce n'était pas avant son admission dans les plus hauts grades que l'adepte était initié aux intentions réelles de l'illuminisme en ce qui concerne la religion. Lorsqu'il atteignait le grade d'illuminé majeur ou mineur, de chevalier écossais, d'épopte ou prêtre, on lui disait alors la plénitude du secret de l'ordre. C'est ainsi que Philon, le baron von Knig, écrit « Maintenant que les gens voient que nous sommes les seuls vrais et véridiques chrétiens, nous pouvons dire un mot de plus contre les prêtres et les princes. Dans les mystères les plus élevés, nous devons donc, petit a, révéler le pieux mensonge, et petit b, dévoiler l'origine de tous les mensonges religieux et leurs connexions. » Mais tout cela restait ignoré du novice, dont la confiance, gagnée par la simulation des sentiments religieux, était conduite à une stricte obéissance. Dans le questionnaire qui lui était soumis figuraient ces questions. Si vous veniez à découvrir quoi que ce soit de faux ou d'injuste pratiqué dans l'ordre, quelle serait votre attitude? Est-ce que vous considérez le bien de l'ordre comme votre bien propre? Accordez-vous à notre société le droit de vie et de mort? Acceptez-vous de vous lier par une obéissance absolue et sans réserve? Et connaissez-vous la force de cet engagement? Pour avertir les postulants sur les conséquences de toute trahison de l'ordre, l'initiation en comportait une illustration impérative. L'initiateur portait la pointe de son épée sur le cœur du novice en disant « Apprenez que, si vous êtes un traître et un parjure, tous vos frères seront appelés à s'armer contre vous. N'espérez pas échapper ni trouver un lieu de sûreté. Où que vous serez, la honte, le remords et la vengeance vous poursuivront et vous tourmenteront jusqu'au plus profond de vos entrailles. » On voit donc que la liberté tant vantée par les dirigeants des Illuminés n'existait absolument pas, et qu'une discipline de fer était en réalité la règle de l'ordre. Un point important qui marqua les adeptes et dont nous verrons l'importance plus tard, était qu'il ne fallait surtout pas qu'ils fussent connus comme illuminés. Cette règle était rendue encore plus stricte pour ceux décrits comme les enrôleurs,
et afin d'attirer les prosélytes, il leur était recommandé en outre d'être irréprochables. Les supérieurs de l'ordre doivent être tenus pour les plus parfaits et les plus illuminés des hommes. Ils ne doivent pas même permettre que l'on doute de leur infaillibilité. Aux enrôleurs, il était donc dit « Appliquez-vous vous-même à la perfection intérieure et extérieure, et aussi appliquez-vous à l'art de la simulation, à cacher et à masquer ce que vous êtes lorsque vous observez les autres afin de pénétrer les secrets de leurs pensées. » Ces préceptes étaient résumés en une phrase. Gardez le silence, soyez parfaits, masquez-vous. La mesure dans laquelle le fondateur de l'ordre avait lui-même atteint cette perfection fut révélée par la découverte de ses papiers personnels, parmi lesquels fut trouvée une lettre de Weishaupt à Hertel de 1783, confessant qu'il avait séduit sa belle-sœur et ajoutant « Je suis donc en danger de perdre mon honneur et cette réputation qui me donna tant d'autorité sur notre monde. » Pendant tout un temps, cette réputation d'intégrité parfaite se maintint à l'avantage des membres, et c'est seulement à ceux qu'une telle entorse pouvait attirer qu'on laissait avoir connaissance du laxisme moral permis par l'ordre. Des femmes pouvaient également être admises comme illuminées, sous condition de recevoir des notions d'émancipation. C'est par les femmes, écrivait Weishaupt, que l'on peut souvent le mieux agir dans ce monde. Nous insinuer auprès d'elles et les gagner devrait être l'une de nos plus astucieuses entreprises. Toutes peuvent être conduites au changement, même si dans une mesure variable par la vanité, la curiosité, la sensualité et l'inclination. On doit pouvoir tirer de ce fait un grand profit pour notre cause. Ce sexe tient une grande partie du monde dans ses mains. En ce qui concerne les hommes aisés et d'un certain rang, Weishaupt écrivit « Ces gens-là gonflent nos rangs et remplissent nos caisses. Il faut les amener à mordre à l'appât qu'on leur jette. Mais on doit alors les persuader que le degré qu'ils ont atteint est le plus élevé. » La secte était donc constituée de Weishaupt et des adeptes qui avaient été initiés au plus profond mystère, et à côté d'eux par une vaste escorte de gens simples et crédules, qu'ils pouvaient tenir dans l'ignorance des objectifs réels vers lesquels on les menait. La méthode de Weishaupt pour obtenir des prosélytes est représentée par le diagramme suivant qui figure dans le Code des Illuminés. Naturellement, les classes les plus frustes offraient aussi pour Weishaupt un vaste champ d'action. Il est également nécessaire, poursuit le Code des Illuminés, de gagner à notre ordre la masse du peuple, das gemeine Volk. Dans cette optique, le grand moyen est d'influencer les écoles. On peut aussi y réussir tantôt par la liberté, tantôt en créant un effet, et d'autres fois en s'humiliant soi-même, en se rendant populaire, ou en endurant avec un air de patience tel préjudice dont on pourra graduellement se débarrasser plus tard. L'espionnage formait une large part du programme de Weishaupt. Les adeptes désignés comme « frères insinuants » recevaient pour mission d'assumer le rôle d'observateurs et de rapporteurs. Chacun devait se transformer en un espion d'un autre membre et à l'égard de tout son entourage. Amis, relations, ennemis, et même ceux qui lui sont indifférents, tous sans exception, devront être l'objet de ces enquêtes. Il s'efforcera de découvrir leurs points forts et leurs points faibles, leurs passions, leurs préjugés, leurs relations, et surtout leurs actions. En un mot, recueillir l'information la plus détaillée sur eux. Tout ceci devait être reporté sur des carnets que l'insinuant devait porter sur lui, et d'où il devait tirer des rapports à envoyer 2 fois par mois à ses supérieurs, de façon que l'ordre pût savoir quels étaient les gens dans chaque ville et village sur lesquels il pouvait compter être aidé. On ne peut qu'être fasciné par l'habileté du système dans lequel chaque élément de la communauté était induit à croire qu'il recueillerait de l'illuminisme des bénéfices non dévoilés à tous ces princes à qui leur royaume allait être ravi, ces prêtres et ces ministres du culte dont la religion allait être détruite, ces négociants dont le commerce allait être ruiné, ces femmes qui allaient être réduites au rang de squaws, ces paysans qui allaient retourner à l'état de sauvagerie. Lénine emploiera pour les désigner sa formule célèbre et cynique, les idiots utiles. Tous devaient, grâce aux moyens de précaution pris par l'ordre, de tenir ces secrets divisés et répartis en compartiments étanches, être persuadés qu'en l'illuminisme seul résidait leur prospérité et leur salut. Le secret étant le grand principe de ce système, Weishaupt n'avait pas été long à percevoir les avantages offerts par une alliance avec la franc-maçonnerie. À l'époque où Weishaupt mettait son plan au point, les buts réels de la maçonnerie lui étaient inconnus. Mais Weishaupt, ayant auparavant été formé à la constitution des sociétés secrètes par Colmer, ni les principes structurels de la maçonnerie, ni ses options dogmatiques ne devaient lui être inconnus. Quant aux buts concrets et aux méthodes terroristes, il semble les avoir connus mieux que personne, et les avoir enseignés et fait adopter à la maçonnerie. Il savait seulement, dit l'abbé A. Baruel, que les francs-maçons tenaient des réunions secrètes,
Il les vit unis par un lien mystérieux, se reconnaissant mutuellement comme des frères par certains signes et certains mots, quelle que soit la nation ou la religion auquel ils appartenaient. Il conçut alors une nouvelle combinaison, dont le résultat fut une société adoptant pour méthode autant qu'il lui convenait le régime des jésuites, et en même temps le mystérieux silence, l'obscure existence des maçons. C'est en 1777, presque 2 ans après avoir fondé l'ordre des Illuminés, que Weishaupt devint franc-maçon, et vers 1778 que l'idée fut lancée d'amalgamer les deux sociétés. Caton, R. von Zwack, qui devint maçon le 27 novembre 1778, en discuta avec l'abbé Marotti, auquel il confia tout le secret de l'illuminisme. Et c'est 2 ans plus tard qu'un accord élargi entre l'illuminisme et la franc-maçonnerie fut conclu, avec un certain franc-maçon, le baron von Knig, venu en juillet 1780 à Francfort rencontrer l'illuminé Diomède, le marquis de Constanza, lui-même envoyé par les responsables illuminés bavarois pour établir des colonies de la secte dans les pays protestants. Les 2 hommes comparèrent leurs documents sur les buts de leurs organisations respectives, et Knig exprima alors le vœu d'être reçu dans l'ordre des Illuminés. Cette demande obtint l'accord de Weishaupt, et Knig, adoptant le surnom de Philo, fut initié dans les secrets de la première classe des Illuminés, les Minervales. Le zèle dont il témoigna pour amener des prosélytes à l'ordre enthousiasma Spartacus, qui écrivit « Donnez-moi 6 hommes à son image, et avec eux je changerai la face de l'univers ». Les négociations entre Weishaupt et Knig aboutirent à la conclusion d'une sorte d'union entre les 2 sociétés secrètes, et Spartacus accepta que l'illuminisme fût gratifié des 3 premiers grades de la maçonnerie. Le 20 décembre 1781, il fut finalement conclu que l'ordre issu de cette alliance serait composé de 3 classes. Les Minervales, les francs-maçons, les initiés à la classe des mystères, laquelle étant la plus élevée, était à son tour divisée en 2, les mystères mineurs et majeurs, cette dernière comportant à son tour les grades de prêtre et de régent, et celle-ci ceux de mage et d'homme-roi. Il ressort que l'organisation de Weishaupt paraît avoir précisément été créée comme le couronnement de la franc-maçonnerie au-dessus de la stricte observance et du martinisme. La maçonnerie, au départ, n'avait pas ces 33 grades, mais seulement une première partie. Pour l'auteur de Les sociétés secrètes de la société, le révérend Père Deschamps, la franc-maçonnerie est une école de formation intellectuelle et religieuse dans laquelle les hautes sectes Rose-Croix, Loge templière d'Allemagne, Martinisme, auquel succédera l'illuminisme et ses dérivés, les rites de Memphis et de Misraïm, achèvent l'éducation à la haine du christianisme et de l'ordre social traditionnel, et y puisent des hommes d'action pour des entreprises révolutionnaires. Jacobinisme, plus tard Haute Vente, Jeune Europe, etc. La franc-maçonnerie est donc une structure éducative doctrinaire plutôt, qui enseigne de grade en grade les doctrines les plus virulentes, et en parallèle une structure d'action révolutionnaire liée, mais cependant avec son organisation propre. L'illuminisme de Weishaupt était la structure complémentaire d'accélération, de formation révolutionnaire, anarchiste et violemment anticatholique, puis d'action. L'accord entre les 2 organisations, la franc-maçonnerie primitive et l'illuminisme, s'est opéré à Francfort, et les illuminés ont pris le pas sur les responsables des loges existantes pour les diriger, détourner leurs caisses à la discrétion de leur secte et sélectionner leurs éléments les plus virulents. Francfort étant, on le sait, le berceau des Rothschild. Mais ce ne fut que lors du congrès de Wilhelmsbad que cette alliance entre l'illuminisme et la franc-maçonnerie fut finalement scellée. Cette assemblée, dont l'importance ultérieure sur l'histoire du monde n'a à ce jour pas encore été appréciée à sa juste valeur, se réunit pour la première fois le 16 juillet 1782 et rassembla des représentants de toutes les sociétés secrètes, les martinistes comme les francs-maçons et les illuminés, qui comptaient alors au total 3 millions de membres dans le monde. Seuls de ces divers ordres, les illuminés de Bavière avaient un plan de campagne nettement formulé, et c'est donc eux qui dès lors menèrent le jeu. Ce qui se passa à ce terrible congrès ne sera jamais connu au dehors, car même les hommes qui avaient été innocemment attirés dans ce mouvement et qui entendirent pour la première fois exprimer les desseins réels des leaders furent liés par le serment de ne jamais rien révéler. L'un de ces francs-maçons honnêtes, le comte de Virieux, membre d'une loge martiniste de Lyon, à son retour de Wilhelmsbad, ne put cacher ses alarmes, et lorsqu'on l'interrogea sur les tragiques secrets, sous le poids desquels il était revenu, il répliqua « Je ne vais pas vous les confier. Je peux seulement vous dire que tout cela est beaucoup plus sérieux que vous le pensez.
La conspiration est si bien ourdie qu'il sera, si l'on peut ainsi s'exprimer, impossible à la monarchie et à l'Église d'en réchapper. Dès ce moment, dit son biographe, M. Costa de Beauregard, le comte de Virieu ne parla plus jamais de la maçonnerie qu'avec horreur. Les martinistes, le pendant en France des loges templières allemandes, formaient les hautes loges du Grand Orient. Leur collaboration avec les Illuminés se fera très étroite. Les années 1781 et 1782 furent remarquables par le développement d'un autre mouvement qui trouva également son expression au congrès de Wilhelmsbad, celui de l'émancipation des Juifs. Au cours de ces années, une vague de philo-judaïsme déferla sur toute l'Europe grâce au célèbre livre de Dom de l'amélioration civile de la condition des Juifs, livre écrit sous l'influence de Moïse Mendelssohn et achevé en août 1781. C'est ainsi, écrit l'abbé Lehmann, que 8 ans avant la Révolution, le programme en faveur du judaïsme fut diffusé par la Prusse. Ce livre eut une influence considérable sur le mouvement révolutionnaire. C'est l'appel de trompette de la cause juive, le signal du grand pas en avant. Graetz, l'historien juif, reconnaît lui-même l'immense portée de l'ouvrage de Dom, dépeignant les chrétiens comme de cruels barbares et les juifs comme d'illustres martyrs. Tous les gens qui réfléchissent, ajoute-t-il, commencent de s'intéresser eux-mêmes à la question juive. Mirabeau, quelques années après, lors d'une mission à Berlin, se lia d'amitié avec Dom et devint un habitué du salon de la jeune et jolie juive Henriette de Lemos, l'épouse du docteur Hertz, et c'est là que les disciples de Mendelssohn, récemment décédés, le poussèrent à s'élever en faveur des juifs opprimés, ce qui amena Mirabeau à publier à Londres un livre sur le modèle de celui de Dom. Dans le même temps, en 1781, Anacharsis Clootz, le futur auteur de La République universelle, écrivit son pamphlet pro-juif intitulé « Lettres sur les Juifs ». On vit un peu plus tard le résultat de toute cette agitation, lorsque sous l'influence de Mirabeau et de l'abbé Grégoire, fut adopté par l'Assemblée nationale en 1791 le décret d'émancipation des Juifs. Un effet plus immédiat cependant avait été la résolution prise au congrès maçonnique de Wilhelmsbad, auquel avaient pris part Lessing et un groupe de Juifs, que dorénavant les Juifs ne seraient plus exclus des loges. En même temps, il fut décidé de transférer à Francfort le siège de la direction de la franc-maçonnerie illuministe. Francfort qui, incidemment, était le haut lieu de la finance juive sous le contrôle à cette date des dirigeants de la race comme Rothschild, Mayer, Amschel, qui devait devenir Rothschild tout court, et aussi d'Oppenheimer, de Wertheimer, Schuster, Speyer, Stern et autres banquiers juifs allemands. Dans Le Juif dans la franc-maçonnerie, A. de la Rive écrit que jusque-là, en effet, les Juifs n'avaient été admis ouvertement que dans les loges de l'ordre de Melchizedek, en Allemagne du Nord, dont les 3 principaux grades, selon le marquis de Luchet, étaient premièrement frères initiés d'Asie, deuxièmement maîtres des sages et troisièmement prêtres royaux ou véritables frères Rose-Croix ou encore grade de Melchizedek. Il existait aussi les frères initiés d'Asie, ordre dans lequel les symboles hiéroglyphiques étaient en hébreu. Et la direction suprême s'appelait le Petit et Constant Sanhédrin d'Europe, d'après Essai sur la secte des Illuminés, 1789. Lombard de Langres écrit que cette société secrète s'affilia à l'illuminisme, que son centre était à Hambourg et que le seul grand maître en connaissait tout le secret. Des sociétés secrètes en Allemagne. Mais la réalité demeure que des Juifs étaient fondateurs des plusieurs des principaux rites. Martinisme, rite de Memphis, Cagliostro, illuminisme et les inspirateurs de tous les autres. La maçonnerie anglo-écossaise, celle allemande de stricte observance templière, tout comme le rosicrucisme, les loges françaises et les diverses loges qui surgirent partout, étaient le fait d'admirateurs de la morale élastique des juifs et des calvinistes, désireux d'éliminer le catholicisme et d'unifier l'Europe sous une doctrine de naturalisme néo-païen. C'est depuis cette loge mère de Francfort que fut mené le plan gigantesque de la Révolution mondiale, et c'est là que, lors du grand congrès maçonnique de 1786, au dire de 2 francs-maçons français, fut décrétée la mort de Louis XVI et de Gustave III de Suède. Depuis cette grande coalition conclue à Wilhelmsbad, l'illuminisme, aidé largement par les activités de Knig, fut à même d'étendre ses ramifications dans toute l'Allemagne. La loge de Eichstätt, sous la direction de Mahomet, le baron de Schreckenstein, illumina Bayreuth et d'autres villes impériales. Berlin, sous la direction de Nicolai et de Leuchtenring, illumina les provinces de Brandebourg et de Poméranie. Francfort illumina Hanovre, et ainsi de suite. Toutes ces branches étaient sous le contrôle d'un directoire de 12 adeptes, avec à leur tête Weishaupt, qui de la loge de Munich tenait en main les fils de toute la conspiration. Mais bientôt, des dissensions éclatèrent,
entre les deux principaux leaders, Weishaupt et Knig. Tous deux étaient des intrigants nés, mais alors que Weishaupt préférait œuvrer dans l'ombre et s'entourer de mystères, Knig adorait faire du tapage dans le monde et se mêler de tout. Il était inévitable que ces deux hommes ne puissent continuer d'œuvrer en harmonie, et rapidement les tentatives permanentes de Knig de pénétrer dans les secrets de Weishaupt et d'usurper une partie de sa gloire suscitèrent l'animosité de son chef, qui finit par priver Knig de son poste de directeur des provinces et par le placer en position subordonnée. C'est pourquoi, le 20 janvier 1783, Philo écrivit indigné à Caton « Ce ne sont pas tant Mahomet et A qui sont tellement à blâmer pour ma rupture avec Spartacus, que l'attitude jésuitique de cet homme, qui nous a si souvent dressés l'un contre l'autre afin de dominer despotiquement sur les hommes qui, s'ils n'ont peut-être pas son imagination, n'ont pas non plus sa fourberie et son audace. Je déclare que rien ne pourra jamais plus me rapprocher de Spartacus comme je l'étais au début. En réalité, Knig ne le cédait en rien à Weishaupt pour ce qu'il appelait le jésuitisme, mais révolté par la tyrannie de son chef, il se sépara finalement de l'illuminisme avec dégoût et colère. L'opinion publique avait été alors pleinement alertée au sujet de cette société secrète, et l'électeur de Bavière, informé des dangers pour l'État que représentaient les adeptes, qui, à ce qu'on en rapportait, avait déclaré que les illuminés dirigeraient un jour le monde, publia un édit interdisant toutes les sociétés secrètes. En avril 1785, 4 autres membres des Illuminés, qui, comme Knig, avaient quitté cette société lassés de la tyrannie de Weishaupt, furent traduits devant une cour d'enquête et durent fournir un rapport sur les doctrines et les méthodes de la secte. Le témoignage de ces hommes, Schneider, Kossandet, Grünberger et Renner, tous professeurs à la Marianen Academy, ne laissa subsister aucun doute quant à la nature diabolique de l'illuminisme. Toute religion, déclarèrent-ils, tout amour de la patrie et toute loyauté au souverain doivent être détruits. Une maxime favorite de l'ordre étant « tous les rois et tous les prêtres sont des fripons et des traîtres ». Bien plus, tous les efforts devaient être faits pour susciter la discorde, non seulement entre les princes et leurs sujets, mais entre les ministres et leurs secrétaires, et même entre parents et enfants. Le suicide devait être encouragé en inculquant dans les esprits l'idée que l'acte de se tuer s'accompagnait d'une certaine volupté. L'espionnage devait être étendu jusqu'au service de la poste, en introduisant dans les offices postaux des adeptes ayant l'art d'ouvrir les lettres et de les refermer de façon indétectable. Le professeur Robison, qui étudia les témoignages des 4 professeurs, résume ainsi le plan de Weishaupt tel que révélé par eux. L'ordre des Illuminés abjurait le christianisme et se faisait l'avocat des plaisirs des sens. Dans les loges, on appelait la mort un sommeil éternel. Le patriotisme et la loyauté étaient désignés comme des préjugés relevant de l'étroitesse d'esprit et incompatibles avec la bienveillance universelle. De plus, ils tenaient tous les princes pour des usurpateurs et des tyrans, et tous les ordres privilégiés comme leurs instigateurs. Ils projetaient d'abolir les lois protégeant toute propriété accumulée par une industrie prospère et durablement conduite, et prévenir dans l'avenir toute accumulation de cette nature. Ils entendaient établir la liberté et l'égalité universelle, et les imprescriptibles droits de l'homme. Et, comme nécessaire préparation à tout cela, ils voulaient déraciner toute religion et toute moralité ordinaire, et même briser les liens de la vie domestique, en détruisant le respect pour les vœux du mariage, et en enlevant l'éducation des enfants des mains des parents. Réduits à de simples formules, les objectifs des Illuminés pouvaient se résumer en 5 points comme suit. Abolition de la monarchie et de tout gouvernement établi, abolition de la propriété privée et du droit d'héritage, abolition du patriotisme, abolition de la famille, c'est-à-dire du mariage et de la moralité, et institution de la communauté d'éducation des enfants, abolition de la religion. On admettra qu'un tel programme était sans précédent dans l'histoire de la civilisation. Et Madame Webster a fort bien vu que la fin visée par ce programme n'est pas d'établir la civilisation, ni une civilisation. Il met l'homme au-dessous des bêtes errantes, écrit Chesterton. Des théories communistes avaient bien été professées par des penseurs isolés ou des groupes de penseurs depuis Platon, mais aucun, à notre connaissance, n'avait jamais proposé sérieusement de détruire ainsi tout ce par quoi tient une civilisation. En outre, lorsque l'on constate, comme on le verra, que le plan de l'illuminisme, codifié par les 5 points mentionnés, a continué jusqu'à ce jour de former le programme exact de la Révolution mondiale, comment douter que tout ce mouvement ne remonte aux Illuminés ou aux influences secrètes qui se manifestent à travers eux? Ici surgit une question. Weishaupt était-il effectivement l'inventeur de son système?
Nous savons qu'il fut initié à l'occultisme par Kölmer, mais au-delà, nous ne découvrons rien. Si c'est effectivement Weishaupt lui-même qui inventa tout le plan de la Révolution mondiale, cette gigantesque conception, comme l'a décrit Louis Blanc, comment se fait-il qu'un génie d'une telle envergure soit demeuré aussi parfaitement inconnu de la postérité? Comment se fait-il que les groupes successifs de révolutionnaires mondiaux qui suivirent ses traces, même ceux qui avaient précisément appartenu à son ordre, ne firent jamais aucune référence à leur source d'inspiration? La réponse à cette question ne tient-elle pas au fait que, dans tout le mouvement, les adeptes de l'ordre sont toujours restés fidèles à la règle stricte posée par Weishaupt de ne jamais permettre qu'on les connaisse comme illuminés? L'effort persistant de cacher l'existence de l'ordre, ou lorsque cela s'avérait impossible, de le présenter comme un mouvement philanthropique sans importance, s'est poursuivi imperturbablement jusqu'à ce jour. En ce qui concerne la nature philanthropique de l'illuminisme, il suffit de consulter les textes originaux de Weishaupt pour réaliser l'inanité de l'affirmation. Dans toute la correspondance entre Weishaupt et ses adeptes, dévoilée par le gouvernement de l'électeur de Bavière, on ne trouve pas un mot de sympathie pour ceux qui souffrent ou pour les pauvres, pas l'ombre d'un projet de réforme sociale, mais rien que le désir soit de domination en vue du pouvoir mondial, soit de pure destruction, et à travers tout un insatiable esprit d'intrigue. Dans ce but, tout moyen était considéré comme justifié, puisque la doctrine fondamentale de la secte était que la fin justifie les moyens. Der Zweck heiligt die Mittel. Ce dont se réclamait Weishaupt dans son code, en déclarant que ceci faisait partie du système jésuite, imputation que nie avec indignation Augustin Baruel et qui, comme Robison le fait remarquer, conduisait forcément à la conclusion qu'il ne fallait avoir scrupule de rien pour atteindre ce qui pouvait être à l'avantage de l'ordre, car le grand objet de l'ordre était supérieur à toute autre considération. Tartuffe, en la matière, procédait de même. Ce n'est pas moi, c'est elle. Cachez ce sein que je ne saurais voir. C'est une vieille tactique pharisaïque. Les Juifs, comme Tartuffe, clament « On nous accuse de crimes depuis des millénaires. On nous expulse de toutes les nations. Mais ce sont les autres hommes qui sont antisémites, nous sommes innocents. » Comme on pouvait s'y attendre, Weishaupt protesta bruyamment contre la description de sa société fournie par les 4 professeurs, en déclarant qu'il n'avait pas été initié dans les mystères les plus profonds. Mais la découverte, peu après, de sa correspondance avec Zwack, dont on a donné quelques citations plus haut dans ce chapitre, contribua à jeter une lumière encore plus sinistre sur les objectifs réels de l'ordre. C'est le 11 octobre 1786 que les autorités de Bavière firent une perquisition au domicile de Zwack et saisirent les documents qui dévoilèrent les méthodes des conspirateurs. Ils trouvèrent là une description d'un modèle de coffre pour y protéger les documents qui, si l'on tentait de le forcer, pouvaient exploser grâce à une machine infernale. La formule d'une composition à même de tuer ou d'aveugler celui à la face de qui elle serait projetée. Une méthode pour contrefaire les sceaux. Des formules d'une espèce particulièrement mortelle d'aqua tofana, de parfum toxique pour emplir une pièce de vapeur pestilentielle et d'un thé à propriété abortive. Ils découvrirent aussi un texte en défense de l'athéisme et du matérialisme, intitulé Mieux Chorus, et un document écrit de la main de Zwack, décrivant un plan pour attirer les femmes à l'ordre, selon 2 classes comme ci-après. Ce sera de grande utilité, et pourra fournir beaucoup d'informations et d'argent, et cela charmera également les goûts de bien des membres parmi les plus sincères de notre association, qui sont des amoureux du sexe. Il devrait consister en 2 classes, celle des vertueuses et celle des dissolues. Ces 2 classes ne doivent pas se connaître mutuellement, et doivent être dirigées par des hommes, mais sans le savoir, par le moyen de bons livres, et la seconde classe en excusant leur passion cachée. Les illuminés, évidemment, proclamèrent encore une fois leur innocence, et bien que sans essayer de nier l'authenticité de ces documents, ils déclarassent qu'ils avaient été mal interprétés, on vit bien cependant que l'objet réel de l'ordre n'était pas de faire de l'espèce humaine une bonne et heureuse famille. Mais la condamnable évidence que leurs papiers contenaient ne rendait que trop clair leur plan, qui n'était autre que de provoquer la révolution universelle qui donnerait le coup fatal à la société. Le terrible danger présenté par les Illuminés devint alors patent, et le gouvernement de Bavière, jugeant que la meilleure manière de donner un avertissement salutaire au monde civilisé était de laisser ces documents parler d'eux-mêmes, ordonna qu'ils fussent publiés et diffusés aussi largement que possible. Un exemplaire de la publication, intitulé « Écrits originaux de l'ordre des Illuminés », fut alors adressé à chaque gouvernement en Europe, mais, aussi étrange que cela puisse paraître, cela n'attira que peu d'attention, la raison étant sans doute, comme le fit remarquer l'abbé Baruel,
que le projet ainsi décrit était si extravagant qu'il en était peu crédible, et les dirigeants des États européens, refusant de prendre l'illuminisme au sérieux, classèrent le document comme une chimère. Le gouvernement de Bavière, cependant, continua ses investigations contre la secte. Plusieurs de ses membres furent arrêtés. Zweig quitta le pays pour une mission en Angleterre. Weishaupt, dont la tête avait été mise à prix, trouva refuge auprès de l'un de ses adeptes royaux, le duc de Saxe-Gotha. L'éclatement apparent de leur société servit admirablement les conspirateurs, qui désormais firent circuler avec diligence la nouvelle que l'illuminisme avait cessé d'exister. Après la dissolution des Illuminés de Bavière, l'apostat Fessier, l'inspirateur autrichien du joséphisme contre l'Église, alla s'établir en Prusse et y fonda la Grande Loge royale d'York, à l'amitié, selon Eckert, pour y donner une forme extérieure au but de l'illuminisme. Il eut alors l'habileté d'en faire accepter le patronage par Guillaume III de Prusse. Cette organisation, avec le Tugendbund, allait redonner à l'illuminisme toutes ses facultés d'influence, notamment dans les universités et sur les notabilités du royaume, d'après le révérend père Nicolas Deschamps et Claudio Janet. L'auteur s'est demandé qui était l'inventeur des théories de Weishaupt. Elles traduisent et appliquent la conception talmudique que les juifs se font de la conduite à tenir avec l'organisation sociale des non-juifs, analogues au bétail, en vue d'arriver à la domination mondiale, et qu'exposa Herder dans sa pièce Asmodée, dont Bonald cita la tirade significative en 1806, domination que, selon leur interprétation talmudique, les prophéties d'Isaïe leur promettraient. Voir le juif talmudiste de l'abbé Rolling. Et Weishaupt les tenait sans doute de ses liens, non seulement avec Kölmer, mais avec Lessing, donc avec le cercle de Mose Mendelssohn. Quoi qu'il en fût de sa dissolution officielle, l'ordre avait déjà envahi la maçonnerie de Pologne, Prusse, Allemagne, Autriche, France et jusqu'aux États-Unis. Il allait se propager et se perpétuer partout, tant en France par ses disciples, membres des loges, de Delvétius et de Savalette de Lange qu'en Allemagne où, selon l'historien américain A. Stang, il comptait déjà 2000 membres en 1782, avec de hauts personnages de la noblesse, même si tous n'étaient pas initiés au plus haut mystère. L'illuminisme, déjà lancé à Rome par Cagliostro, se répandra dans les principautés d'Italie et en Espagne par les hauts maçons, des juifs, des chrétiens et clercs apostats, et à la faveur des guerres européennes de la Révolution. Aux États-Unis, il prospérera très vite, atteignant 1700 membres à la fin du siècle, dont Thomas Jefferson et Franklin, semble-t-il. Ce dernier était d'ascendance juive, comme son nom peut le laisser penser. C'est une tromperie véhiculée depuis par les historiens intéressés et désireux de masquer la vérité sur ses activités ultérieures. La vérité est que ce n'est qu'une fois éteint en apparence en Bavière que l'illuminisme fut à même de faire sentir à l'étranger sa formidable influence, et l'inquiétude du public étant alors calmée, il put secrètement étendre son organisation sur tout le monde civilisé. La secte des Rose-Croix était une secte panthéiste anti-chrétienne, la rose et la croix y étant des symboles sexuels. Cette origine évoquée de la maçonnerie anglaise la montre identiquement subversive de l'ordre social chrétien, quoiqu'elle en fasse accroire aux maçons de base en Angleterre. Lire de Monseigneur Meurin, Franc-maçonnerie, synagogue de Satan, et du révérend père Deschamps, les sociétés secrètes et la société. En outre, dire que la maçonnerie anglaise s'interdit toute question politique ou religieuse est une affirmation surprenante de la part de l'auteur, car la révolution d'Angleterre au XVIIe siècle fut menée par des sociétés secrètes maçonniques, et ce fut le maçon Cromwell, aidé de l'oligarchie locale protestante déjà organisée en sociétés secrètes politiques et par la juiverie des Pays-Bas, qui renversèrent Charles Ier en 1645, le firent exécuter. Ce fut ensuite la maçonnerie jacobite qui réussit en 1660 à ramener en Angleterre Charles II, de nouveau avec l'aide des Juifs d'Amsterdam, et c'est enfin la maçonnerie orangiste qui chassa Jacques II et installa sur le trône une dynastie protestante plus sûre et pro-juive, celle de Guillaume de Nassau. La maçonnerie anglaise s'est donc illustrée dès 1645 par son action politique et religieuse. La présentation de la maçonnerie comme une religion chrétienne, et même la vraie religion chrétienne destinée à unifier le monde, figure en outre chez Coligny, pupille du judaïsant Röckling, et divers clercs protestantisants et Rose-Croix, et pour certains sans doute Maran. Les Rose-Croix préexistaient en petits groupes épars bien antérieurs. Organisation prémaçonnique secrète elle-même, constituée de sociniens panthéistes, de kabbalistes, d'immoralistes, d'occultistes, d'adeptes de magie alchimique et luciférienne, de cathares crypto-juifs et peut-être de descendants des Templiers manichéens enjuivés, réfugiés en 1313 à la dissolution de l'ordre, les uns au royaume d'Écosse, qui abritait
de nombreux juifs chassés d'Angleterre au XIIIe siècle, d'autres au Portugal, en Allemagne du Nord et en Suède, qui seront les territoires d'élection du protestantisme. Ces groupes et sectes habitués au secret avant la Réforme, multipliés par le calvinisme et unis entre eux, comptèrent parmi eux les comploteurs de la Révolution anglaise, une oligarchie admiratrice de l'affairisme juif d'Amsterdam. Ceux-ci formèrent une organisation intellectuelle et politique qui infiltrera la maçonnerie opérative pour s'y réunir à couvert. Ce sera une branche de cette organisation, la maçonnerie jacobite des réfugiés anglais fidèles de Charles II, largement protestante, qui en France introduira ces sociétés secrètes avant l'étrange chevalier Ramsay, l'ami de Fénelon. Viendront ensuite comme propagandistes de hauts aristocrates maçons anglais, envoyés de Londres au temps de la Régence, pour y répandre ce véhicule destructeur, favorable aux intérêts de leur oligarchie.